Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, dans votre émission L'invité de Kassataya. Après des vacances bien méritées, c'est la rentrée. Et cette rentrée sera politique, car pour votre première émission, nous accueillons M. Sow Hamadi, secrétaire général des Forces progressistes du changement en Europe, FPC, et chargé des relations extérieures à l'étranger. Les FPC, Forces progressistes du changement, c'est les ex-forces de libération africaines de Mauritanie, FLAM. C'est l'histoire d'un mouvement de revendication communautaire inspiré par le manifeste des 19 de 1966. Les Flammes, ce fut un regroupement de cadres noirs qui est né en 1983 et a produit en 1986 le manifeste des négro-mauritaniens opprimés. Cette production intellectuelle n'est autre qu'un pamphlet critique et accusateur à l'endroit du régime de Maouya Ould Sid Ahmed Taya, qualifié de système Beydan, raciste et discriminatoire. La suite est connue, M. Sow, c'est des arrestations et des poursuites qui conduiront à l'exécution extrajudiciaire de certains de vos camarades. Mais aussi, c'est l'exil à travers le monde, le Sénégal, les États-Unis, la France, la Suède et autres. M. Sow, après 27 ans d'exil, vous avez choisi de rentrer en Mauritanie pour y poursuivre votre combat politique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à l'endroit de notre organisation, les Forces progressistes du changement, et aussi saluer au passage vos auditrices et vos auditeurs. Les Forces progressistes du changement, comme vous l'avez dit, sont nées suite au dernier congrès extraordinaire appelé congrès de mutation qui s'est tenu en août 2013 à Nouakchott. Depuis quelques dizaines d'années, le débat a traversé notre mouvement, c'est-à-dire savoir est-ce que les Flammes doivent continuer et peuvent-elles continuer le combat comme il se doit à l'étranger. Et qu'en sachant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, les Flammes, après l'arrestation des auteurs du manifeste des négro-mauritaniens opprimés, quelques cadres qui en restaient parmi les jaunes loups que j'appelle, qui avaient sauvé le mouvement après l'arrestation donc, des cadres qui sont établis donc, au Sénégal, aux États-Unis et en France. Le mouvement a connu beaucoup de difficultés liées naturellement effectivement au fait que plusieurs militants des forces de libération africaines étaient éparpillés un peu à travers le monde. On avait du mal à se regrouper, à faire véritablement le travail. Nous avons quand même tout de même essayé de faire le maximum possible pour que le combat, notre discours soit entendu à travers le monde. Je pense que personne ne peut dire le contraire. Les forces de libération africaines de Mauritanie sont les premiers, pour ne pas dire le seul mouvement qui a porté véritablement à nu la discrimination raciale qui est le lot des populations négro-africaines de Mauritanie. Étant éparpillé au Sénégal, à un moment donné, le Sénégal ne pouvait plus contenir la contestation des forces de libération africaines de Mauritanie à l'époque. Avec donc les questions qu'on appelle les raisons d'État, le Sénégal était obligé de pousser nos cadres, de fermer, de ne plus en parler, de ne plus dénoncer le régime de Taya à l'époque. Et finalement, la suite, tout le monde la connaît, soit vous arrêtez de dénoncer le régime mauritanien ou vous rentrez au passage. Si besoin, je rappelle quand même que notre ex-porte-parole à l'époque, le camarade Kaoutouré, c'est ainsi qu'il a failli d'être extradé à Nouakchott suite à la forte pression de l'État mauritanien. C'est grâce donc aux ONG de défense des droits humains qui étaient basées au Sénégal qui l'ont aidé à trouver l'asile au Suède. Ainsi de suite, donc le bureau politique national, notamment même le président Samba Cham, était à un moment donné ne pouvait plus faire son travail correctement. Et alors, ils ont dit, si vous ne pouvez pas arrêter vos militantismes, nous serons obligés de vous sortir du pays. C'est ainsi que notre bureau national, à la suite de beaucoup de tractations diplomatiques entre ONG de défense des droits humains et autres, notre bureau national a été obligé de s'éloigner de la Mauritanie, quitter le continent africain pour aller s'installer aux États-Unis, éparpillé dans 52 États. Tout ceci pour rendre le combat beaucoup plus compliqué à mener. C'est ainsi, donc, quand même, ils ont pu s'installer avec une langue étrangère nouvelle, éparpillée sur 52 États qui viennent de tout fraîchement donc, du Sénégal. C'était très difficile. Tout de même, ils en ont tenu le combat à l'étranger. Et voilà.
Et par la suite, les années qui suivaient, on avait des militants aussi qui étaient en Europe, qui étaient au Sénégal, dont certains sympathisants en Mauritanie. Le combat était complexe à mener. On avait du mal à travailler en concert et à traiter véritablement les véritables questions. Et d'autant plus que je dois rappeler aussi, M. Diallo, à vos auditeurs et à vos auditrices, que les Flammes sont nées en Mauritanie pour faire mener le combat à l'intérieur du pays. Elles étaient forcées et obligées pour sortir à la suite de tortures et des arrestations. Donc il allait de soi que les Flammes ayant mené le combat continuent à porter le flambeau à l'étranger, qu'il y a certaines conditions, même balbutiantes liées donc à la liberté d'expression, que nous pensions effectivement à continuer à revenir à l'intérieur du pays pour prêter la main forte à une opposition au système, s'il y en avait bien entendu, même si peu il y en avait quand même, pour continuer le combat à l'étranger. C'était quelque chose de tout à fait naturel et normal. Même si certaines pensent que les Flammes, par essence, devraient continuer coûte que coûte à mener le combat, même si les difficultés, même si... bon, voilà. Donc, par rapport à ces difficultés liées donc au fonctionnement véritable donc des Flammes, et effectivement, en deuxième niveau, que nous nous battons contre un système, nous nous sommes rendus compte quand même, 10 ans, 15 ans, 27 ans de l'étranger, il serait mieux d'aller à l'intérieur du pays et continuer le combat. Maintenant, il restait comment et quand. C'est là que certaines difficultés, effectivement, ont traversé donc, le mouvement. On va revenir sur ces difficultés. Donc là, à travers cette première question, vous avez en même temps essayé de brosser, et à juste titre, l'historique, en tout cas, des Flammes et cet exil du Sénégal, les contraintes qui vous ont fait quitter le Sénégal, parce que beaucoup, en tout cas, vous reprochent que depuis votre départ du Sénégal, vous avez eu moins d'impact au niveau national, au niveau local, parce que vous étiez peut-être loin géographiquement et que vous n'avez pas su peut-être saisir les moyens de lutte moderne qui s'offraient à vous. C'est un autre débat. Est-ce à dire aujourd'hui votre retour, parce que votre retour est acté après 27 ans d'exil, est-ce qu'à dire que l'arène politique aujourd'hui en Mauritanie s'est démocratisée? C'est selon la démocratie. Beaucoup estiment que la Mauritanie est un pays démocratique, notamment les partenaires, les bailleurs de fonds considèrent que la Mauritanie est en voie d'être un pays démocratique comme tous les autres pays africains. Mais sauf que la démocratie ne se limite pas, comme vous le savez mieux que moi, à un jeu électoral ou à l'autorisation de l'instauration de certains partis politiques, et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, il y a la liberté d'expression, la liberté d'association n'est pas effective en Mauritanie. IRA, avant nous, l'ORAG, a été refusé par les autorités mauritaniennes de le reconnaître comme un parti politique. Et aujourd'hui, c'est autour des forces progressistes du changement qui ont subi, effectivement. Donc, la liberté d'associer est une liberté élémentaire dans une démocratie. Donc, pour moi, je peux dire que la Mauritanie, à dire vrai, elle est loin d'être, la Mauritanie, loin d'être un pays démocratique. Elle, effectivement, par contre, elle essaie de s'adapter avec, comme dans la sous-région, d'organiser certaines élections, d'autoriser certains partis politiques et selon et en essayant de jouer, mais il y a véritablement, moi je ne saurais dire, dans un pays où on refuse une association des Mauritaniens, une loi reconnue constitutionnellement, dont la Mauritanie aussi a signé des chartes internationales liées effectivement à la liberté d'association et d'expression, qui la bafoue et aux vies aussi de tout le monde, sans aucune preuve à dire, sans aucune argumentation valable que les autorités mauritaniennes nous ont opposé, nous les représentants des forces progressistes du changement, pour nous dire que tel ou de tel... Nous allons revenir sur le refus, en tout cas, des forces du progrès du changement, le refus de reconnaissance qui vous a été adressé par le ministère de l'Intérieur. Mais on va continuer sur un élément aussi, toujours en parlant des Flammes, des ex-Flammes et ce qui est devenu, comme vous l'avez appelé dans le cadre du congrès de mutation en 2013. Votre choix d'investir, en tout cas de vous investir politiquement en Mauritanie, s'est accompagné de plusieurs scissions au sein des Flammes. Scission qui s'est davantage accentuée, comme je le disais, avec ce congrès de mutation qui transformait les Flammes, mouvement politique ou un mouvement contestataire, en un parti politique. Avec cette désertion en cascade, que reste-t-il aujourd'hui comme militant aux ex-Flammes devenus aujourd'hui le FPC? C'est une question extrêmement compliquée à dire parce qu'elle m'amène à parler de la vie interne, de difficultés internes liées à notre organisation politique. Oui, les Flammes ont connu plusieurs scissions. Et notamment en 2006, certains de nos camarades nous ont quittés après le congrès de Cincinnati qui ont créé Flammes Rénovation, qui ont rejoint la JDMR. Qui ont travaillé avec nos camarades d'AJD pour former donc la nouvelle formation AJDMR. Oui. Ça, c'est un problème.
Et je pense que c'est une occasion pour moi de vous rappeler que depuis 2006, donc, je disais tout à l'heure ou tantôt, que le débat d'aller retourner à l'intérieur du pays pour investir le pays, faire connaître notre discours et le partager au sein de nos compatriotes, nous a traversé depuis plusieurs années. Mais sauf que nos camarades de 2006, lors du congrès de Cincinnati, la question a été posée, quasiment même actée. Mais sauf qu'il fallait y aller tout doucement en ayant d'abord établi un certain calendrier dont nous serons les seuls maîtres et décisionnaires de ce redéploiement. En ayant envoyé des missions sur le terrain pour tâter le terrain pour véritablement bien rentrer. Je ne vais pas aujourd'hui, je suis un peu gêné de reparler cette partie assez difficile pour moi parce que les camarades, lorsqu'ils sont partis à un moment donné, parce qu'ils n'étaient pas très bien préparés, l'accueil a été difficile. À un moment donné, même pour aller faire une mission prêtée par la voiture, les véhicules qui étaient mis à leur disposition venaient de l'État. Vu leur moralité politique, ils n'ont pas pu véritablement aller de l'avant. Finalement, ils ont dû rendre cette voiture qui leur a été prêtée par l'État mauritanien. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un débat et malheureusement aussi, ça traverse beaucoup de mouvements comme le nôtre. Et tout récemment, je ne sais pas comment vous l'appeliez, mais nous considérons qu'un mouvement comme le nôtre, qui a une vocation pour libérer son peuple, qui n'a pas pu le faire à l'intérieur du pays, pour des raisons que tout le monde connaît. L'honneur à tous ces hommes et femmes qui ont bâti cette maison que nous appelons les Flammes. L'honneur à eux. Leur diagnostic a été juste. Leur conviction reste toujours juste et demeure pour moi, pour nous, le FPC, c'est des marqueurs. C'est ce qui continue toujours d'éliminer nos décisions. Les actes politiques que nous posons viennent des manifestants négro-mauritaniens opprimés. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut s'interroger sur sa façon d'être, sa façon d'exercer. Nous nous sommes rendus compte, à dire vrai, que le combat mené à partir des États-Unis, le combat mené à partir de la France et ailleurs, avait peu d'impact sur la situation de nos concitoyens. Comme je disais tout à l'heure, les Flammes sont créées en Mauritanie pour y exercer, à faire l'acte politique. Elles n'ont pas pu, on le sait, les raisons. Maintenant, puisqu'il y a certaines possibilités de faire, on ne peut pas attendre que tout soit parfait pour revenir, ça n'a pas de sens. Parce que nous estimons, nous devons être les acteurs de cette Mauritanie qui doit changer pour aider nos compatriotes étant sur le terrain. Il y a eu quelques fenêtres, il y a eu quelques dispositions qui nous permettaient d'espérer que nous pourrions continuer le combat. Depuis 2006, nous l'avions pensé. Maintenant, il y en a certaines, le débat qui travaille, il y a certaines qui pensent, parmi nous, parmi nos cadres dirigeants, qui pensent que le mouvement de libération ne doit pas se transformer en parti politique. On nous citait souvent de l'ANP, non, de l'ANC et le cas algérien, FLN. Mais sauf dans ces deux cas de figure, pour moi, ne me permettent pas d'accepter cette analyse pour la simple et bonne raison, FLN, tout comme ANC, ils ont gagné. Ils ont eu des ailes à l'extérieur de leur pays, mais l'écrasante majorité de leurs militants et de leurs cadres demeuraient à l'intérieur de ces deux pays respectifs. L'ANC a gagné le système d'apartheid, incontestablement. Donc il était en position de force, un rapport qui lui permet d'imposer sa vision et la conduite à tenir, rester un parti qui s'appelle ANC ou changer son nom. FLN, pareil. Et même, voilà. Et nous sommes... C'est des positions politiques. Ce n'est pas la question de fond. On libère un mouvement de libération pour se transformer en parti politique. Si les circonstances politiques vous l'exigent, vous êtes obligé de vous y tenir. C'est un débat. Il y en a certaines qui ont acté, l'écrasante majorité a acté le redéploiement. Nous rentrons. Maintenant, il y avait une question qui se posait à nous. Est-ce que vous rentrez en Mauritanie tout en restant un mouvement contestataire comme à l'image du mouvement Touche pas à ma nationalité ou comme les autres petits mouvements, ou vous aspirez à aller chercher et exercer le pouvoir? Nous pensions... Et vous voulez exercer le pouvoir. Exactement. Quelqu'un qui veut libérer un pays pour changer les lois, pour imposer, pour tenir une conduite politique. Vous ne pouvez pas rester en marge là où vous prenez les décisions. Ce n'est pas possible. C'est contradictoire. Et nous avons estimé que, vu l'histoire des Flammes, vu l'objectif des Flammes, dans toutes ces résolutions, c'est de prendre le pouvoir. À un moment donné, les Flammes voulaient prendre le pouvoir par les armes. Elles ont y renoncé pour des circonstances que tout le monde connaît. Parce que vous n'en avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Mais nous avions un droit légitime de le faire. Le droit international nous concédait ce droit-là. Nous n'avons pas. Si une analyse juste, c'est logique et normal. Ça n'enlève en rien le courage et la détermination de ces hommes qui ont posé ce combat-là. À l'impossible, nul n'est tenu. On peut réfléchir et revenir. Et en politique, il faut savoir faire une analyse rétrospective sur ce que vous avez fait.
Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, ça a marché ou ça n'a pas marché? C'est ainsi que la majorité a décidé que nous rentrons. Maintenant, nous rentrons, on a interrogé nos militants dans toutes nos instances, de base au sommet. L'écrasante majorité des militants estime quand nous rentrons, le retour, le redéploiement des flammes en Mauritanie dans le sens que si les flammes vont aller se transformer en parti politique. Mais il y a effectivement une minorité qui pense que nous devrions rester les flammes. Par contre, cette même minorité reproche, en tout cas à ce congrès-là, d'être un congrès illégal parce que le quorum pour eux n'était pas atteint dans le cadre de ceux qui pouvaient être membre du bureau politique pour pouvoir décider. Et on vous a souvent reproché ce point-là. Et puis, ça allait même dans une autre reproche parce que ça permet, et c'est ce qui ramène à la question suivante, que certains de vos anciens camarades qui sont restés aux flammes, qui ont refusé, accusent le président Samba Thiam, et son équipe de manquer de stratégie, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, d'avoir ce qu'on appelle la théorie de la centralisation démocratique. Cette critique, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Et en même temps, disant que ce congrès était un congrès illégal. J'aurais souhaité en parler en face avec un camarade sérieux et sincère avec moi. Nous parlons de cette question. Oui. Je le revendique et je le souhaite et je le réclame si possible. Avec tout le respect que je leur dois. Ce sont mes camarades avec qui certains j'ai travaillé 15 ans, 18 ans. Je ne saurais jamais les calomnier, le déshonorer. Jamais. Je ne suis pas ce genre. Ni par mon éducation, ni par mon tempérament. C'est des gens avec qui on a cheminé depuis plusieurs années. Mais avec certaines, on a une divergence politique. Il faut l'assumer. Comment peut-on reprocher à ses camarades? Nous apportons en partie au mouvement qui a de ces instances. Le congrès de 2011 qui s'est tenu ici en France a validé l'acte de redéploiement. Le Bureau national donc avait la charge dont j'appartenais modestement comme secrétaire national aux relations extérieures, la charge de mettre en œuvre pour que le redéploiement ait lieu. Nous avons mis nos missions. Notre vice-président a fait là-bas, on a pour tâter le terrain pour préparer le retour officiel des flammes. Et ça, nous l'avons acté. Notre conseil national l'a acté. Certes, il y a certains membres de droit du Congrès qui n'ont pas assisté au congrès. Oui. Mais on ne leur a pas refusé de venir. On ne leur a pas, autant pour moi, on ne les a pas empêchés de venir. Vous avez droit et l'obligation, le devoir de venir participer, défendre vos idées. Vous êtes cadre et vous êtes congressiste de droit. Vous appartenez à des instances. Donc là où on décide des orientations importantes, l'orientation de votre mouvement en parti ou pas. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui se dérobe par rapport à cette obligation politique et morale, se permettent de dire qu'il n'y a pas de quorum. Parce que tout simplement, ils ont su que quand ils viennent, ils seront mis en minorité. Ils ont refusé le débat. Ils ont tout fait pour effectivement empêcher que le Congrès se tienne. Ils nous parlent, je vais aller plus loin, que vous n'avez pas donné ce détail, qu'il y a certains militants qui ont participé au Congrès qui ont voté. Oui. Le congrès auquel j'ai eu l'honneur de participer ici en France, il n'y a pas que des congressistes de droit qui ont voté. Tous les militants qui ont accès à la salle ont voté. Et on n'a jamais indexé qui que ce soit. Est-ce que vous étiez un délégué? Est-ce que vous étiez un membre du Conseil national, du Bureau national? Vous n'avez pas droit de vote. Aux États-Unis, ils ont fait pareil. Et au Sénégal, ils en ont fait pareil. Parce que tout simplement, que certains, devant leur situation, parce qu'ils imposent, ils veulent que leur vision soit retenue dès lors que ce n'est pas leur décision ou l'orientation qu'ils souhaitent. Tous les moyens sont bons pour manquer de courage, assumer leur. Moi, j'aurais bien voulu qu'on dise que oui, moi, j'ai eu des camarades qui l'ont fait, qui sont partis, qui étaient au congrès de Nouakchott. Il y a eu des camarades qui ont défendu bec et ongle, comme on dit, leur position. Mais à la fin, ils ont rejoint, sont rangés, ils ont accepté de la majorité. J'ai eu un camarade qui m'a instruit d'une leçon politique morale extraordinaire. Tout au Congrès, sur les questions de foi, il a marqué son opposition avec toute la liberté. Mais à la fin, il s'est dit, j'ai défendu, mon rôle c'est quoi? C'est de venir participer en tant que cadre et congressiste, dire ce que j'en pense, j'en ai dit, et la majorité en a décidé. Comme ça, ce n'était pas forcément mes idées, mais je vous rejoins. C'est ça un bel exemple d'un militant. Maintenant, d'autres disent que ce n'est pas une question de quorum, qu'on ne doit pas changer le nom. Est-ce que c'est le nom, il est le plus est-ce que le nom des flammes est plus important que la cause défendue par les flammes? J'ai eu aussi cet exemple-là, j'ai pleuré ce jour-là. J'ai eu des camarades anciens militaires membres des flammes qui ont pleuré parce que tout simplement, ils ont même menacé que si jamais on change de nom, moi je vais démissionner ou je vais tuer quelqu'un.
Mais cette catégorie de camarades militants font partie des gens qui m'ont marqué, qui me marqueront tout à l'heure. Mais malgré toute leur arme, l'énergie qu'ils avaient pour défendre leurs idées, et à la fin, lorsqu'ils ont eu 18 voix, et pour changer de nom, pour devenir les forces progressistes, j'en ai obtenu le double, 36 voix, ils sont rangés. C'était un bel exemple d'une leçon démocratique. Donc, du coup, pour moi, ça ne tient pas à dire vrai. J'aurais bien souhaité que ces camarades qui ne sont pas d'accord avec cette ligne, parce qu'on doit se dire la vérité. Les congrès se préparent. L'orientation des débats se prépare. On connaît le sujet. Ils devraient venir préparer certains militants et tenir leur discours, venir participer au congrès, défendre leurs idées. Peut-être qu'ils auraient pu gagner quelques voix. Oui. À vous entendre parler, c'est comme si ces congressistes, ou bien ceux qui devraient être congressistes et qui ont réfugié, qui sont mis un peu à la marge, c'est comme si, dans votre discours en tout cas, ne voulaient pas rentrer ou n'avaient pas une même orientation, on va dire, stratégique et politique que vous. Pour vous, qu'est-ce qui est à la base, en tout cas, de ce refus total de se transformer en parti politique et de rentrer au pays? Parce que c'est deux éléments à la fois. Ils ne veulent pas rentrer et ils ne veulent pas que vous soyez un parti politique. Ils ne veulent pas que vous changiez de nom. Et je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils ne veulent pas rentrer. Il y en a certains qui ont laissé entendre cela, mais moi, comme je n'ai pas ça comme un argument véritable, je ne vais pas essayer d'imaginer un argumentaire pour eux. Mais ce que je sais, il y en a certains qui disent que je suis d'accord pour un parti politique, mais on ne doit pas changer le nom. J'ai entendu d'autres qui disent qu'un mouvement de libération ne doit pas se transformer en parti politique. Idéologiquement, c'est comme ça, c'est comme ça. Et alors qu'en règle, voilà, c'est sa conception de voir des choses. Oui, certains le disent. Et pourquoi vous n'avez pas su créer un parti politique en parallèle et garder les flammes comme étant un mouvement, on va dire, de revendication qui peut se transformer peut-être en une boîte à idées ou autre? Vous n'avez pas fait concilier les deux, créer un parti politique et en même temps laisser les flammes parce qu'il y en a qui y tiennent pour des questions historiques et autres traditionnelles. Ceci, je pense que ça peut être une critique valable. Oui. Mais il appartenait effectivement à l'ensemble de ces dirigeants. D'abord, d'assumer leurs responsabilités. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, si par exemple, je donne l'exemple de l'Europe aujourd'hui en France, oui, ce que nous faisons ici comme activité politique n'a aucun impact sur la condition de la vie difficile de nos concitoyens. Oui. Moi, je suis très heureux et honoré de voir que certains camarades prennent leur courage en main, oui, au nom de notre formation pour dire que moi je suis prêt et disposé à rentrer, aller travailler à l'intérieur du pays. Ils ont dû renoncer à certains privilèges. Retraités, ils peuvent aller continuer à travailler ici aux États-Unis. Au Sénégal, j'en ai vu un camarade qui a démissionné, qui a enseigné dans un collège privé, qui gagnait bien sa vie. Mais au nom des flammes, au nom de tous ces gens qui ne sont pas rentrés aujourd'hui, nous avons acté, le demandé de démissionner, il a démissionné. Pour rentrer, c'est le premier, je vais le nommer, c'est le camarade Mamadou Wan. Il était notre secrétaire de section sénégalaise des flammes à l'époque. Il est le premier à rentrer par l'ordre du bureau national, nous l'avons demandé de rentrer. Tous ces cadres ont cautionné cela. Il a éparpillé sa famille et ses deux filles qu'il a confiées dans deux quartiers lointains à Dakar. Et il est rentré à mon nom, au nom de tous ces gens-là. Pour mener le combat. Pour mener le combat à notre nom. Et s'il rentrait, on ne savait pas s'il était arrêté, qu'est-ce qu'on pouvait dire à sa famille. Et le président Samba Thiam en a aussi décidé de rentrer. C'est un bel exemple. Il n'en demeure pas moins qu'il reste quand même une bonne partie, on va dire, de la matière grise, ou bien en tout cas de l'appareil pensante qui reste en Occident. Une partie, oui, je dois vous l'avouer. Si on Et pas des moindres. Non, je ne vais pas jusque-là. Je ne vais pas jusque-là avec tout le respect que je leur dois. Ici, en Europe, si je peux noter, je n'ai qu'un seul père fondateur, si je peux l'exprimer ainsi, père fondateur des Flammes. Samba Thiam en fait partie des pères fondateurs des Flammes. Il est avec d'autres, il y en a d'autres qui étaient en situation de dormance, qui sont réveillés, qui l'ont rejoint. Aux États-Unis, pareil. Donc, on ne peut pas qualifier le mouvement en termes de sève intellectuelle. Et aujourd'hui, en termes politiques, je veux dire que la lutte que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas forcément... Pour moi, c'est l'intérêt de notre lutte aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas incarnée par la classe intellectuelle. C'est plutôt toutes les catégories socio-professionnelles qui doivent s'approprier de notre discours. En tout cas, c'est ce que nous cherchons. La jeunesse nous a
rejoint majoritairement aux États-Unis qu'ici ou à l'intérieur du pays. Vous parlez de la jeunesse et surtout, moi je vais m'accentuer un peu ou bien m'appesantir sur la jeunesse mauritanienne. Certains observateurs considèrent en tout cas que le fait que vous étiez en exil et surtout en exil le plus souvent en Occident ou aux États-Unis d'Amérique, font qu'il y a une très grande rupture générationnelle avec tous ces jeunes qui ont grandi à Nouakchott et dans les villes et villages mauritaniennes qui ne connaissent pas grand-chose des flammes. Donc vous avez un peu failli à votre mission de communication et de perpétuation, en tout cas du mouvement à l'intérieur du pays. Et qu'aujourd'hui, d'aucuns disent que ça se ressent même, qu'on ne voit pas grand monde au siège des Flammes dans le 5e arrondissement, à Sepra, qui est pourtant un quartier populaire, et qu'il y a un problème. Les jeunes n'entendent pas votre discours ou ne le comprennent pas. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne vais, avant de répondre, je voudrais un peu expliquer le contexte, le pourquoi que les Flammes, il y a une rupture générationnelle au niveau des politiques. Je dois rappeler que les Flammes, lorsqu'elles sont créées en 83, personne n'osait aller faire une conférence de presse ou aller faire un meeting à l'intérieur du pays. Les Flammes sont créées en 83 dans la clandestinité, vu l'état dans lequel se trouvait la situation politique du pays. Elles n'ont jamais, j'allais dire, ces cadres, les pères fondateurs des Flammes n'ont jamais organisé un meeting, une réunion publique en Mauritanie, parce qu'ils ne pouvaient pas. D'ailleurs, dès lors qu'on a découvert le manifeste de Négro-Mauritanie opprimé, que vous avez fait allusion tout à l'heure dans l'introduction, pour moi, qui n'est rien d'autre qu'une radioscopie de la situation objective, discriminatoire. Aucune étude politique et scientifique n'a porté, en tout cas, des études contraires par rapport aux chiffres et la véracité des données consignées dans le manifeste de Négro-Mauritanie opprimé. Le diagnostic, il est exact. Et à la fin, c'est quoi? Retrouvons-nous autour d'une table pour discuter entre Mauritanie et décider ensemble. Donc, lorsque les Flammes, d'ailleurs, les Mauritaniens ont connu les Flammes, c'est lorsqu'on a arrêté les pères fondateurs des Flammes. Et alors, les Flammes étaient assimilées donc au feu, aux terroristes, aux bandits, des gens qui veulent séparer les gens, les vols on a tout dit des Flammes. Donc, même les gens apparentés aux flammistes ne voulaient même pas en parler. Et d'ailleurs, les flammistes étaient même rejetés au sein de la communauté négro-africaine parce que tellement que cette communauté a été abusée par le régime de l'époque. Donc, les pères fondateurs étant en prison, il y avait que les jeunes étudiants, je dis tout à l'heure, la génération que j'appelle la génération, les jeunes loups à l'époque, les Kaou, les Sireba et les autres, ils sont nombreux qui sont allés à Dakar pour défendre, pour porter le flambeau là-bas. Sinon, les flammes allaient s'éteindre complètement. Donc, ce qui fait que les Mauritaniens ne connaissent des flammes que l'aspect négatif. Et cet aspect négatif, elle n'est pas inhérente à la création, elle n'est pas inhérente au discours des flammes. Mais c'est ce que l'État politicien, sa propagande a fait coller sur les flammes cette mauvaise image, cette mauvaise réputation. Et que vous n'avez pas si contre. Pourquoi nous n'avons pas pu contraindre? Parce que nous étions à l'extérieur. Nous n'avons pas les moyens par rapport à l'État mauritanien à l'époque. Donc, étant déjà ceux qui ont consigné le manifeste n'ont même pas eu l'occasion de l'exprimer emprisonné. Donc, il a fallu quelques jeunes qui ont quelques briques de politique de ceux qui étaient manifestes négro qui ont cherché à défendre et à le dire. Mais à la sortie de ces gens, de la prison mourale de Walta pour les rescapés, et Samba Tchamen, les autres, Ibrahim Sarani, ainsi de suite, que là, on commençait effectivement à avoir le manifeste. Et qu'en sachant au passage, M. Diallo, vous n'êtes pas aussi sans savoir que le manifeste a été manipulé par les éléments du ministère de l'Intérieur à l'époque. Un autre manifeste qui a été... Exactement. Où on a rajouté certaines parties. Qui a dit tout à fait le contraire de ce que disaient les Flammes. Donc, ce qui fait que même un enfant même les enfants de génération de 89, ils ne connaissent absolument rien de Flammes. Moi, j'ai assisté à une conférence en Nouakchott qui disent que c'est les Flammes qui sont responsables de la théorie de nos pères et de nos tantes. C'est pourquoi en tout cas, je voulais m'attarder là-dessus parce que j'ai vu pas mal de jeunes. Oui, je voulais juste aller jusqu'au bout de mon raisonnement pour dire ce qui fait qu'on était à l'étranger, on était déconnectés. Il faut le reconnaître. Donc, nous n'avions pas les moyens. C'est vrai qu'avec l'Internet, on a essayé de tenter d'y apporter quelques précisions, mais il faut aussi reconnaître qu'à l'époque, peu de Mauritaniens avaient l'accès à Internet. Et depuis le retour de redéploiement des Flammes, commencé par Mamadou Wane, poursuivi par Ibrahim Sow avec brio, ainsi que depuis le retour de Samba Tcham, la donne commence à changer. Aujourd'hui, la donne commence à changer. Je suis surpris quand vous me dites que les jeunes ne viennent pas. Je puis vous dire qu'au Bureau national, nous en avons 4 jeunes. Oui. Dans notre comité permanent du Conseil national, notre organe judiciaire,
qui veillent donc au respect scrupuleux de l'orientation politique. Il y en a 3 jeunes sur 6. Ici, à la Fédération européenne, je suis entouré que de jeunes. Maintenant, je suis vieux même, je me considère comme tel. Vous êtes jeune. Et aux États-Unis, pareil. Et je pense que nous sommes en partie d'avenir du fait qu'il y a beaucoup de jeunes de template. C'est des jeunes qui viennent des universités et qui ont manifesté, qui ont fait une expérience politique sans les flammes. Bien sûr, qui ont commencé avec le qui ont accédé ou autre. par rapport au discours limpide et clair des forces progressistes du changement défendues très souvent sur les plateaux par le président Samba Tcham et Modouane, ils ont compris effectivement que notre discours est porteur et ils s'y reconnaissent. Mais au-delà du bureau, de la présence de quelques jeunes ça et là du bureau, moi je parle plutôt de la masse parce que ceux qui votent, c'est la masse. Aujourd'hui, si vous sortez dans Nouakchott ou ailleurs et que vous parlez aux gens des flammes, et là je parle en reprenant vos mots, au sein même de la communauté noire en général, et particulièrement peut-être Halpolaren, mais prenons au sein de la communauté noire, il y a une réticence. Les gens n'acceptent pas ou ne comprennent pas, ou en tout cas réécrivent l'histoire, parce que vous dites que l'histoire a été réécrite, ne sont pas d'accord avec vos positions, ou peut-être même ne connaissent pas vos positions. Et là, il y a un très grand travail que vous devez faire là-dessus, sur la jeunesse en général, la masse jeune, ces enfants qui sont nés entre 89 et 95, qui n'étaient pas là quand, qui n'étaient pas nés quand il y avait eu les exactions, et aujourd'hui qui sont en âge de voter, mais qui ne connaissent pas grand-chose de l'histoire des flammes. Et ça, c'est un problème auquel vous êtes confrontés aujourd'hui, même pendant votre retour. Je pense que vous avez parfaitement raison. Et je puis vous dire que je suis très content et honoré de vous dire que nous prenons ce problème au sérieux. Nous avons des séances de formation tous les samedis. À notre siège, la salle est pleine. Et nous sommes actuellement, bientôt, ils vont enclencher la deuxième phase qui consiste à descendre à l'intérieur du pays pour effectivement aller expliquer aux autres Mauritaniens qui n'étaient pas déportés. Les déportés connaissent, maîtrisent mieux que moi l'histoire politique des flammes jusqu'au FPC. Mais les autres villages, Kédi, Bogué, Boutlimit et ainsi de suite, nous avons prévu d'y aller pour expliquer aux Mauritaniens, essayer de leur parler véritablement de ce qu'on est. Et à dire vrai, très sincèrement, je puis vous dire, notre vice-président chargé de l'organisation m'a fait part tout à l'heure qu'ils ont eu même des gens qui les invitent à venir, alors qu'eux, ils ont un calendrier qui n'est pas tout de suite actif, ils ne peuvent pas tout de suite finaliser. Alors il y a des gens même qui demandent qu'ils viennent, suite effectivement à certains travail qui est déjà fait à l'intérieur en Nouakchott précisément. Et je puis vous dire, je suis très content de ce travail-là, parce que la première, depuis maintenant 6 mois, on a commencé ce travail de formation et de partage dans le débat. Et dans l'université d'été des partis, vous n'avez pas évoqué ça, c'était une réussite totale. Une réussite totale. Il y a eu d'autres compatriotes mauritaniens arabo-berbères qui ont assisté à ces débats, qui ont participé à élever le débat, à éclaircir le débat. Et notre discours est en train de se faire entendre. Non seulement au sein de la communauté négro-africaine, mais aussi même au sein de nos compatriotes arabo-berbères. Bien, votre discours est en train de se faire entendre. En tout cas, vous êtes rentré en Mauritanie. C'est un travail de longue haleine qui n'est pas tout de suite, on n'est pas satisfait effectivement de ce qui est fait. Je suis en train tout simplement de vous dire, nous venons de rentrer. Il y a un processus qui est en train de se mettre progressivement, en tout cas, nous sommes très contents des travaux accomplis par nos camarades de l'intérieur du pays. Bien, alors, ce processus qui est en train de se mettre en place, on va dire le premier grand pas de géant, c'était en septembre 2013, quand vous êtes rentré en Nouakchott, vous êtes allé à la rencontre des acteurs politiques, y compris le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et de la société civile. Puis vous avez organisé quelques tournées, et que vous êtes en train de continuer ici. 9 mois après avoir fait vous avez fait votre congrès de mutation, 9 mois après avoir déposé votre demande de reconnaissance en parti politique, le ministère de l'Intérieur vous a refusé l'octroi du récépissé de reconnaissance. Selon vos informations, sur quelle base juridique se sont fondées les autorités mauritaniennes pour refuser la reconnaissance des forces progressistes du changement? En effet, il est un peu délicat pour moi d'essayer de justifier pour l'État mauritanien. Mais aussi, je suis informé, j'ai lu la lettre dans laquelle le contenu nous parle que la Mauritanie est un pays unitaire. Oui. Et il n'y a pas un article, j'ai oublié le numéro, qui dit que les partis politiques doivent être composés de tous les ressortissants de différentes communautés mauritaniennes. Oui. Alors que quand on ressort on parle de l'intégrité de la Mauritanie. C'est-à-dire que là, vous voyez l'exercice difficile, je dois interpréter l'intégrité de la Mauritanie doit être respectée. C'est en phase de l'autonomie que nous proposons comme une orientation politique, comme une résolution à la question nationale.
Donc, c'est difficile à comprendre là. Ensuite, il paraît que le gouvernement considère qu'au sein de FPC, il n'y a pas des arabo-berbères. Il y en a. Notre deuxième vice-président, c'est un arabo-berbère. Nous avons aussi au membre du bureau national berbère. Il y a des Soninké, il y a des Bambara au sein de notre communauté. Alors, c'est ça, c'est tellement léger et qui constitue. Mais ce que je voulais dire d'abord, pour vos auditeurs et vos auditrices, que l'État, puissant soit-il, il devrait au moins respecter ses propres lois. C'est lui qui a érigé ces lois. Oui. Il avait un délai. Bien, sur lequel, oui, le délai de 3 mois, sans réponse légale. Sans réponse, on considérait en droit que le parti politique est reconnu. Nous attendions jusqu'au papier pour nous... Voilà. Oui. 9 mois après notre insistance, avant même qu'on arrive aux 9 mois, tous les 2 mois, le président et le bureau national relançaient le ministère de l'Intérieur. On a même cherché des audiences publiques pour lui rencontrer, pour lui expliquer pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Et voilà notre grande surprise. Pourquoi, au-delà des 3 mois, comme cela est reconnu par la loi, s'il y a silence de l'administration, on considère que vous avez été reconnu en dehors du récépissé, pourquoi vous n'avez pas dit, allez, à partir de ce moment-là, nous, on considère, comme nous le permet la loi, que nous sommes un parti politique. On attend certes le récépissé qui est juste un papier administratif, mais on commence nos activités. Je pense que ça a été fait d'ailleurs à bon endroit et en bon lieu. Oui. Le président Samba Thiam a organisé une conférence de presse après 6 mois. Oui. Il a une conférence de presse devant donc, la presse mauritanienne qui a relaté d'ailleurs que ce jour, il a tiré le bilan et la conclusion pour dire que désormais, le parti Force Progrès du Changement est un parti comme tous les autres. Il a autorisé qu'on fabrique une carte qu'on a mis devant le siège. Et il a pris toutes ses responsabilités. Je pense que ça c'est fait. Bon, c'est après qu'on a eu effectivement que la notification du ministère de l'Intérieur. Après la notification du ministère, on considère que nous sommes dans un pays où il y a un cadre juridique. Vous pouvez dire que c'est de la démocratie ou pas. Est-ce que vous avez saisi les autorités compétentes? En tout cas, vous avez la possibilité de faire un recours. Est-ce que les Flammes ont fait un recours devant, par exemple, le juge administratif pour mettre l'État mauritanien devant ces faits et la justice mauritanienne? Je pense que vous voulez parler des forces progressistes du changement. Changement, bien sûr, les forces progressistes du changement. D'accord. C'est en cours. Ce n'est pas un secret, c'est en cours. On est en train de préparer notre dossier auprès de nos conseils juridiques pour effectivement attaquer la décision. Mais nous ne suffirons pas simplement de cela. Nous allons continuer à faire notre travail. Je ne sais pas exactement c'est combien le délai de recours, mais j'espère qu'il n'est pas épuisé. Voilà. Alors, vous suivez toujours votre émission L'invité de Kassataya sur votre première web radio libre et indépendante de Mauritanie avec comme invité Hamadi Sow, secrétaire général des Forces progressistes du changement ex-Flamme. Nous allons aborder à présent la question de l'offre politique du FPC parce qu'au-delà des péripéties du mouvement et de l'histoire, c'est l'offre politique aujourd'hui. Quel projet politique voulez-vous proposer à la Mauritanie? Et je sais que l'un de vos projets phares, c'est ce qu'on appelle l'autonomie politique. Pouvez-vous revenir en tout cas sur cette notion-là, l'autonomie politique, et même si vous avez d'autres offres politiques? Je voulais d'abord rappeler au passage que l'autonomie ne tombe pas du ciel comme ça. Oui. Nous avons fait un diagnostic en tant que cadre et responsable politique à travers donc, le mouvement d'abord des Flammes, Force de libération africaine de Mauritanie, depuis plusieurs années, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années que la question. Après avoir constaté plus de 53 ans à l'époque de l'échec lamentable de l'État unitaire centralisé tel qu'il est aujourd'hui, il n'était pas interdit aux Mauritaniens de repenser à une autre façon de voir la Mauritanie pour résoudre les questions fondamentales, notamment la question nationale et sociale pendante depuis que la Mauritanie est indépendante, avec un diagnostic et des analyses. Oui. Nous avons vu, ça saute aux yeux, que l'État décide tout, contrôle tout. Oui. Dans cet exercice exclusif, monopole complet sur tout, y compris même les questions secondaires qui sont liées par exemple à la culture, à la langue, aux affaires qui occupent, l'État contrôle tout. Nous nous sommes dit, quand on regarde les autres États, nous avons traversé le monde, nous avons des intellectuels aussi qui en ont réfléchi. On a d'autres pays, exemple, en Europe, composés comme le nôtre, des communautés différentes qui se trouvent après les indépendances rattachées à un pays dont il y a une différence fondamentale dans leurs mœurs, dans leur culture, dans leur langue, et ainsi de suite, qui ont du mal à se retrouver véritablement et à vivre, à partager le gâteau national qui est la Mauritanie. Donc nous nous sommes dit, puisque non seulement que les négro-africains
sont exclus du pouvoir central, même leur culture, ce qui était leur marqueur différentiel avec les autres, en train de disparaître. Ils n'ont plus, à travers les radios-télévisions officielles, il n'y avait quasiment pas d'émissions, ils ne se reconnaissent pas, ils ne se voient pas, en tout cas, à travers tous les programmes de la radio et de la télévision mauritanienne. Et même les villages situés au sud, en train d'être repeuplés par d'autres communautés mauritaniennes, ce n'est pas simplement que ces Mauritaniens ont décidé d'eux-mêmes de venir s'installer au sud, mais c'est l'État, par ses politiques, par ses conceptions politiciennes qui viennent repeupler le sud. Alors, nous avons dit que puisqu'il y a des Arabo-berbères et des négro-africains qui, par l'accident de l'histoire, ont partagé ce territoire mauritanien, nous prenons acte. Nous sommes Mauritaniens comme tels et l'assumons. Nous ne sommes pas Maliens, encore moins Sénégalais. Nous sommes apparentés aux Maliens, aux Sénégalais, nous l'assumons. Mais nous sommes Mauritaniens. Je me dis, puisque l'État tel qu'il est jusqu'à présent, c'est un échec lamentable pour tout le monde, particulièrement négro-africain. Donc, pourquoi pas ne pas penser qu'on pour résoudre la question nationale mauritanienne, pour que les négro-mauritaniens se reconnaissent à l'intérêt de leur patrie Mauritanie, qu'on leur donne l'autonomie, qu'ils obtiennent une autonomie qui leur permette de gérer localement des affaires courantes qui leur reviennent de droit. Alors, cette autonomie, elle va concerner qui? Les Mauritaniens du Sud? Elle va concerner ce que vous appelez les négro-mauritaniens, les noirs de Mauritanie ou quoi? J'ai entendu sur les ondes de Kassataye et ailleurs d'ailleurs qu'on dit l'autonomie du Sud. Ça, c'est lors des débats, on en a parlé de l'autonomie du Sud. Oui. Mais notre résolution officielle, ce n'est pas une autonomie du Sud. Nous l'avons dit, je dis encore, je vais citer nos cadres qui sont passés à travers différentes radios et la presse, notamment le président Samba Thiam, a expliqué. Notre vision, c'est quoi? Nous sommes Mauritaniens et nous voulons rester Mauritaniens. Mais nous avons estimé que nous pouvons diviser la Mauritanie en 4 régions. 4 grandes régions. 4 grandes régions qui sont divisées en provinces, et ainsi de suite. Oui. Nakchot et Nouadhibou, Boron, on est situé particulier. Que vous n'avez pas encore défini dans votre... Oui, exactement. En fait, c'est en cours, mais on n'en a pas définitivement terminé le travail. Mais au moins, l'idée, elle est connue, elle est là, elle est très claire et nette, elle ne prête pas de confusion. Que ces 4 régions, dont notamment on a parlé, c'est plus facile pour nous d'illustrer, de dire le Sud, la région du Gorgol, du Brakna, et ainsi de suite, que les ressortissants de cette région puissent s'administrer eux-mêmes, élire leurs propres représentants dont ils ont le pouvoir de révoquer si ces représentants ne respectent pas leurs engagements. Ils décident localement de ce qui est bon pour eux, d'un point de vue culturel, social, économique et social, mais tout en restant dans le carcan de l'État mauritanien. On ne remet pas en cause la souveraineté nationale, on ne remet pas la monnaie, on ne remet pas la police, on ne remet rien du tout. C'est juste une autonomie qui permet les zones Mauritanie en 4 régions, nous l'avons estimé. À travers cette réorganisation administrative et politique de la Mauritanie, ça permet ce qu'on considère entre guillemets des minorités de s'exprimer, d'exister et de s'épanouir chez eux. C'est leur droit le plus élémentaire et fondamental. Et donc, aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en Mauritanie, oui. C'est comme si la Mauritanie est un pays peuplé à 100% des Arabes. C'est un fléau. C'est une perte immense pour la Mauritanie, mais aussi pour l'humanité. Toute langue, toute culture piétinée, tuée, c'est une perte extrêmement colossale pour le pays. Nous n'avons pas besoin d'être les autres, et les autres n'ont pas besoin d'être nous, mais nous avons besoin, dès lors que nous partageons l'État mauritanien, que chacun puisse s'épanouir, vivre librement, de façon digne, et avoir tout le bonheur de se sentir mauritanien. Bien, si on fait un petit récapitulatif, donc l'autonomie, ça va concerner les régions, c'est 4 régions, 8 provinces, qui vont s'occuper de la culture, de l'éducation et de ce qu'on appelle le développement socio-économique. Et du côté de l'État central, donc qui va rester l'État central mauritanien, ils vont s'occuper de tout ce qui est pouvoir régalien, à savoir par exemple tout ce qui est de la défense, de la police, les affaires étrangères. Quand on le voit comme ça, on dit que oui, et d'après la définition, ça n'a rien d'extraordinaire ni d'original, c'est une sorte de fédéralisme. Est-ce qu'aujourd'hui, en Mauritanie, on a besoin d'une forme de fédération parce que ça rejoint un peu les techniques de gestion politique dans un pays fédéral?
Je pense qu'il y a les similitudes, mais ce n'est pas la même chose. Oui, Je c'est pense un qu'entre la parallélisme. fédération et l'autonomie, il y a des similitudes. Mais à dire vrai, notre discours est très clair, nous ne parlons pas de la fédération. Bien sûr. Je pense que vu l'histoire d'où nous venons, que nous assumons entièrement les flammes, si notre état d'esprit, si notre position était le fédéralisme, on allait l'assumer convenablement bien, de façon très claire et nette. Nous n'avons parlé ni de la fédération, encore moins de l'autonomie du Sud, en pensant que le Sud va être autonome par rapport au reste du pays. Non. C'est une réorganisation administrative nationale, décentraliser complètement l'État et mettre les Mauritaniens. Parce que nous avons confiance au peuple mauritanien. Mais vous comprenez que quand dans le choix de l'autonomie, quand vous prenez exemple, vous ne vous limitez qu'au Sud, en donnant 4 régions. Ça prête à confusion. Or, vous aurez pu faire l'effort intellectuel de faire ce découpage pour l'ensemble du territoire mauritanien et de donner des exemples aussi bien dans le sud que l'est du pays, le nord ou le centre, en montrant, parce que déjà vous savez qu'on vous le reproche, en montrant que votre préoccupation n'est pas qu'une préoccupation communautaire, ni encore moins une préoccupation du Sud, mais de l'ensemble de la Mauritanie. Mais sur la façon dont vous présentez, les gens peuvent croire, à tort, que c'est, par exemple, une autonomie du Sud. C'est ce qui vous intéresse le plus. Je pense que, j'avoue, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui nous le reproche, sauf les politiques. Oui, non, je n'ai pas terminé ma phrase. Oui. Sauf les politiques qui utilisent cela en disant sciemment des intellectuels de tous bords qui ne sont pas d'accord avec notre orientation politique, qui essaient de déformer pour abuser les Mauritaniens. Les Mauritaniens, malheureusement, sont toujours abusés par leur propre classe politique, particulièrement les intellectuels. Il y a des gens qui ne sont pas du tout honnêtes, qui déforment manifestement ce qui est dit. Un intellectuel, un professeur d'université ou d'autres, je ne sais pas quel niveau, qui se permet d'aller sur des plateaux de télévision sans lire une orientation politique à laquelle il voudrait attaquer. Moi, dire que manifeste de Négro, non, c'est un exemple que je donne, que le manifeste de Négro Mauritanien a demandé qu'on tue, ainsi de suite. On ne peut pas lire le manifeste de Négro Mauritanien opprimé, se permet de dire certaines choses. Notre autonomie, elle sera inscrite dans un État unitaire, centralisé. Constitutionnel. Voilà, constitutionnel. Et c'est un débat. C'est une proposition que nous avons par rapport pour la résolution de la question nationale. On va dire qu'en matière théorique, ça va être très compliqué de mettre en place un État unitaire centralisé et en même temps autonome. Peut-être un État unitaire tout court, autonome, parce que c'est une forme de décentralisation poussée, mais quand elle est centralisée, elle ne peut pas en même temps être autonome. Décentralisé. Oui, décentralisé, parce que j'avais entendu centralisé. Je me suis trompé, décentralisé. Merci. Bien, on va... Donc, l'offre politique tourne autour de l'autonomie, mais vous avez peut-être d'autres offres économiques, culturelles et autres, parce que la question de la langue, vous y tenez beaucoup. Peut-être on aura le temps de revenir là-dessus une autre fois. Il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup d'observateurs sur un autre plan politique ne comprennent pas la réticence, ou en tout cas votre réticence dans une certaine mesure, à rejoindre le camp de la JDMR de Ibrahim Mokhtar Sarr, qui est ancien flammiste, que vous avez même cité, qui est sur le même créneau politique que vous, sur les revendications, sur les orientations politiques, quasiment. C'est la même famille, vous êtes nés, c'est la même famille politique, hein, il était ancien flammiste, d'autant plus que certains de vos anciens camarades que vous avez cités, qui ont quitté les Flammes, qui avaient créé Flammes Rénovation, en 2006, ont rejoint le camp de Ibrahim Mokhtar Sarr. Pourquoi, quand vous êtes rentré au pays, il n'y a pas eu cette tentative de rejoindre Ibrahim Mokhtar Sarr, qui avait déjà un parti politique et qui porte à peu près les mêmes revendications politiques que vous? C'est une bonne remarque, mais je ne pense pas qu'elle soit pertinente. Non, elle est aussi pertinente. Une remarque pertinente aussi, mais sauf que je pense qu'il y a quelque chose qui vous échappe. L'histoire nous dira demain ce que les uns et les autres ont fait. Depuis les Flammes, depuis le pouvoir de Sidi Ould Cheikh Abdallah à l'époque, les Flammes ont tenté de tout temps à travailler avec Ibrahim Mokhtar Sarr et AJD. Je pense que le courage et l'honnêteté que je connais, si vous aurez l'occasion de l'interroger, il vous le dira. Mais Ibrahim Mokhtar Sarr appartient à une formation politique qui s'appelle AJDMR. Oui. Nous appartenons à l'époque des Flammes et ensuite nous sommes transformés en parti politique qui s'appelle les Forces Progressistes du Changement, FPC. Nous avons cherché de rapprochement. On écrit d'ailleurs que le président Samba Thiam avait écrit à l'époque pour un peu expliquer pourquoi. Je me souviens, il y a 5, 6, 7 ans, où la deuxième fois que M. Sarr se présentait à l'élection présidentielle, lorsqu'il est arrivé ici, on a cherché à le rencontrer pour apaiser les tensions.
Je pense son dernier ou son avant-dernier voyage aux États-Unis d'Amérique, le président Samba Thiam a mandaté à l'époque son vice-président Ibrahim Sow Mifo pour aller le rencontrer pour apaiser. Il y a des malentendus Qui persistent qui depuis longtemps. persistent. Et peut-être aussi il y a des divergences parmi nos aînés. C'est pourquoi je dis qu'un jour on saura. Mais nous, en tant que parti, voilà, problème d'ego qu'autre chose. Oui, c'est possible. Oui. Nous, en tant que FPC, Force de Progrès du Changement, nous l'avons tendu la main et nous continuons toujours de tendre la main à JD. Mais maintenant, nous avons aussi quelques divergences politiques. Là où nous parlons de l'autonomie, il parle de la décentralisation. C'est vrai que c'est un peu, on va dire tout à l'heure, c'est pas trop loin. Je vous assure que c'est pas très loin. Oui, voilà, exactement. Donc, vous pouvez toujours d'autant plus que nous avons le même réservoir politique. Ibrahim Mokhtar Sarr appartenait aux Flammes, Bamodou Bokar, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Je pense que l'offre politique, elle n'est pas aussi différente que les autres. Mais peut-être maintenant, les stratégies nous diffèrent, qui fait qu'aussi, il y a peut-être les non-dits ou des problèmes qui passent, qui nous échappent. Mais quand même, je puis vous assurer, nous cherchons et continuons toujours à tendre la main à aux camarades AJD. C'est des camarades que nous considérons camarades avec qui nous avons un grand respect et nous prêtons très, très attention à tout ce qu'il faut. Il nous a fait l'amitié quand même de se déplacer, venir saluer le président Samba Thiam quelques semaines ou quelques mois après son retour en Mauritanie. Et aussi, par le travail politique, on a cherché à appartenir dans un même pôle. Mais ça a soldé en échec. Nous avons essayé. Exactement. Oui. C'est juste que pour vous dire que nous sommes disposés de bonne volonté et l'esprit de dialogue et d'ouverture, parce que nous sommes plus que jamais convaincus, nous avons le même combat, le combat d'AJD et le même combat que FPC et les forces de libération africaines de Mauritanie. On ne pourrait finir cet entretien sans évoquer quand même une question. Le fait que votre mouvement, anciennement Flamme, puis devenu FPC, s'occupe, selon certains, de façon exclusive de la question noire en Mauritanie, n'est-il pas une erreur politique ? Et je pense que le contexte est tellement grave et compliqué pour moi de répondre à la place de mes anciens camarades flammistes. Je pense que c'est à eux de répondre à cette question. Ce qui est sûr et certain, que nous, on a choisi... En tout cas, vous perpétuez un peu... Nous avons choisi de rentrer, de faire peu soit-il le travail auprès de nos compatriotes. C'est ça, ce qui compte à dire vrai. Nous l'avons utilisé, nous l'avons fait à travers notre congrès extraordinaire. Nous en tenons à cela. Ils resteront toujours nos camarades. Nous avons quasiment la même idéologie politique, peut-être ce qui nous différencie. Avec certains, c'est plutôt une question de stratégie. Mais l'écrasante majorité des anciens flammes sont des FPC aujourd'hui. Il est indéniable. Bien. Merci, M. Sow, en tout cas, de nous avoir donné de votre temps si précieux. Nous vous remercions. Si vous avez peut-être un dernier mot, ça sera l'occasion. C'est juste pour dire que nous invitons Kassata et ses auditeurs et ses auditrices à participer à notre anniversaire qui aura lieu le samedi prochain, donc au 15 rue de l'Arbre dans le 15e. C'est une occasion pour notre fédération européenne de se retrouver en tant que camarades, sympathisants et certains invités à partager ce moment politique. Il y aura des débats portant aussi d'ailleurs sur les raisons de la mutation des flammes en parti politique et un deuxième aspect, le régime perspective après le rejet, le défi par rapport à la reconnaissance. Oui. Donc nous invitons donc vos auditeurs et vos auditrices à bien venir. En tout cas, tout le monde est invité vivement à venir partager avec nous cet après-midi que nous considérons une journée exceptionnelle et historique pour nous, pour la Fédération des forces progressistes du changement en Europe. Merci, M. Sow. Nous vous remercions. Vous étiez en train d'écouter votre émission L'invité de Kassataya. C'est toujours sur Kassataya avec votre serviteur Diallo Seydou Nourou. Merci, au revoir et à la prochaine. Merci.